du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, je réalisais avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82. Attention quoi, hein. J'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement, l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence, à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans. Le programme associé, archives et inédit. Vers la liberté radio. Gérard Millès, Toulouse, avril 1981. Aujourd'hui, première partie, 1977-1979. En France se déroule depuis 4 ans une lutte d'importance pour la liberté. Ce sont de bien grands mots pour des radios pirates. Mais en ces 4 ans d'illégalité forcée, les bricolos des ondes ont montré que les immenses besoins d'expression, de communication de ce pays pouvaient trouver à se satisfaire dans les radios locales. Radios au départ marginales, elles ont su faire entendre les voix du fou, du tôlard, de l'immigré, de la femme. Elles ont conquis l'ensemble du champ social. Leurs antennes se sont plantées sur les tours d'usines en grève ou sur les toits des municipalités antinucléaires. Elles sont allées dans toutes les fêtes et les rassemblements. Elles ont montré qu'elles pouvaient devenir le lieu d'expression des luttes, des individus, des groupes, le lieu de l'affrontement des idées. Elles ont voulu être locales contre l'uniformisation des consciences par les grands médias, être radio des différences. Traditionnelle soirée de commentaires à la télévision à l'issue du second tour des élections municipales de 1977. Les leaders politiques se succèdent à l'écran. Brice Lalonde, représentant des écologistes, va casser un peu l'habituel ronron. Un transistor dans les mains, il fait écouter la voix d'un nouveau venu sur les ondes. Radio Verte Paris. Des millions de téléspectateurs suivent l'événement en direct. Le phénomène des radios libres est né. Journal de TF1. Des radios de quartier, par exemple. Brice Lalonde. Et en ce moment même, 20 mars 77. dans le 7e arrondissement, cette radio verte émet. Alors, c'est un exemple, si vous voulez, de ce que nous allons faire. Nous allons réellement, dès maintenant, essayer de faire en sorte que les Français puissent se communiquer directement entre eux sans être obligés de passer par cette incroyable société collectiviste qui est marquée par le monopole de la radio-télévision, de l'information en France. C'est un exemple extrêmement précis. Donc, si vous voulez, j'ai amené cette radio simplement pour montrer que les Français, les Parisiens... Quelle est la longueur d'onde que nous puissions l'écouter 101 MHz, modulation de fréquence, voilà la radio verte. Très bien. Elle émet. Sans remonter au début de l'histoire de la radio en France, il faut savoir que depuis la Libération, la radio et la télévision sont assujetties à l'État qui a le monopole absolu des ondes. Les radios dites périphériques, parce qu'elles émettent de l'étranger à destination de la France, elles touchent autour de 25 millions d'auditeurs, sont à peu près toutes contrôlées par l'intermédiaire d'une société d'État, la Sofirad. Cette dernière, avec le concours de l'agence Havas, agence de publicité, détient 83% du capital de Radio Monte-Carlo, 99% de celui de Sud Radio, la majorité de celui d'Europe 1 et une bonne partie de Radio Télé Luxembourg, RTL. En réalité, l'audiovisuel est dans ce pays une chasse gardée du gouvernement. Les relations entre l'Élysée et la direction de l'information des chaînes de télévision sont des relations d'autorité. Ce n'est pas un hasard si un des grands lieux de contestation en mai 68 sera la télévision. Il s'opère une conscience massive sur le rôle de ces médias d'intoxication, de manipulation. Des affiches fleurissent. L'une d'entre elles dit « La police vous parle tous les soirs à 20h ». 20h, c'est l'heure du grand journal télévisé. Les antennes de télévision, sous le crayon des caricaturistes, prennent la forme de Croix de Lorraine, l'emblème gaulliste. D'ailleurs, quand De Gaulle réussit à rétablir la situation, un de ses premiers actes
sera de nettoyer la télévision de ses mauvais éléments. Une importante charrette de journalistes est licenciée. En 1977, la question de l'orientation des médias électroniques était à l'ordre du jour. Confisqués par un clan gouvernemental, ils ne pouvaient satisfaire la population. Les partis politiques d'opposition, les syndicats aussi, réclament depuis longtemps une place dans les radios et à la télévision. Mais ils le concevaient comme un partage du temps d'antenne, dans le cadre d'un véritable service public pluraliste, où seraient représentés les syndicats, les journalistes, etc. Leur critique principale portait sur l'orientation à sens unique de l'information. Partis et syndicats plaidaient pour un droit égal à l'information, mais accordaient moins d'attention aux programmes culturels ou de détente. Antenne 2, 13 mai 1977. François Mitterrand, non au chiffrage du PC. Première réaction du communiste Charles Fitterman. Congrès radical, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Des candidats dans toutes les circonscriptions. Exclusif à 2, le monopole dépassé. Première émission à Paris d'une radio verte, radio pirate. 600 films, 40 000 personnes. 30e festival de Cannes. Le coup d'envoi dans notre journal. Le coup de Lalonde et de Radio Verte Paris va stimuler les imaginations. Du printemps à l'automne 77, des centaines de groupes, d'individus se mettent en quête d'un émetteur, essayent de définir des projets d'émission, lancent des stations de radio. Véritable éclosion, c'est au bas mot une centaine de radios libres qui émettent ou tentent de le faire durant cette période. Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas creuser. Le gouvernement, en les interdisant aux prochaines élections, sera le perdant. Il nous faut des télés et des radios libres que nous pourrons enfin suivre. Très généralement, ceux qui s'emparent de ce nouveau moyen sont des minoritaires sociaux ou politiques, des marginaux parfois. Tous ceux qui, à tort ou à raison, ressentent le besoin de dire quelque chose qu'ils ne peuvent dire dans aucun endroit. Les éternels conjurés, ceux dont les communiqués ne passent jamais dans les journaux. Les radios qui apparaissent sont des radios de femmes, les radioteuses, d'homosexuels, Radio Fil Rose, d'écologistes, Radio Verte Paris, Radio Verte Fessenheim, des radios d'expression de quartier, Abbesse Echo, de cité, Radio Prolo, des radios d'expression politique large, Radio 93, Radio Canu, Radio Barbe Rouge, Radio Libre 59. C'est l'époque des radios ponctuelles, émettant de temps à autre ou liées à des luttes sociales particulières. Pendant l'été 77, Radio 93 mettra son émetteur à la disposition du Rassemblement contre la centrale nucléaire de Malville. Radio Barbe Rouge fera de même avec les paysans du Larzac. Radio de lutte, radio tract, où se déversent les expressions minoritaires, les radios se veulent porte-parole des exclus de la parole. Radio d'expression individuelle aussi. Une conception fréquente de la radio libre, à cette époque, est celle d'un micro ouvert, dans lequel chacun vient dire sa vie, raconter ce qu'il veut, comme il veut. Personne ne pense en termes de programmation, de rythme radio, d'équilibre entre l'information, le témoignage, les émissions culturelles et la musique. L'attention se porte plus sur le message et celui qui le délivre que sur l'auditeur. La technique, elle, suit comme elle peut. On s'improvise technicien. L'abaissement des coûts des composants électroniques, la relative facilité de fonctionnement d'un émetteur laisse croire que la haute fréquence est un jeu d'enfant, que chacun peut fabriquer son émetteur sans jamais avoir vu de fer à souder. Les conséquences de cet état d'esprit ne se font pas attendre.
Les émetteurs restent parfois désespérément muets. Des appareils de 15 watts théoriques sortent péniblement 500 milliwatts. Ça dérape en fréquence, on émet sur toute la bande FM en même temps et au passage, on brouille involontairement toutes les autres émissions. Le son d'une radio libre se retrouve à l'occasion sur la télé du voisin. Censure, la censure. Oh, la vilaine censure. Comment es-tu, brouilleur TDI, téléphonique? Un programme spécial quand même. T'as vraiment des petites moustaches et une blouse blanche? Raconte, allez raconte. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous la blouse blanche? Du reggae tout à l'heure, vers, je sais pas, un petit peu avant minuit. Ah, brouillage, bonjour. Ah ben écoutez, on se déplace. On est brouillé. On va aller vers 90 par exemple. Dans ces débats, une autre idée est dominante. Elle est le corollaire de l'accessibilité technique. On considère la radio comme un moyen pauvre. Tout le monde peut faire sa radio. 2000 francs pour un émetteur, 2000 francs de micro et de magnétophone, et une station est installée. Cette idée, fausse dans son outrance, aura des conséquences politiques importantes. De la jonction de la théorie du moyen pauvre et de la volonté affirmée que plus il y a de radios, plus il y a d'expressions, plus il y a de différences, plus riche est le mouvement des radios libres, viendra la conception de radios à la puissance et à la portée limitée, qui ne dépasse pas un quartier, une agglomération, une petite zone rurale. Valéry Giscard d'Estaing, 1977. Nous n'allons pas avoir dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions. C'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux. Et il est déjà difficile d'obtenir une qualité d'information, de programme, avec des chaînes qui regroupent des moyens suffisants. Qu'est-ce que ça serait si nous avions plusieurs centaines de télévisions ou de radios en France ? D'autres illusions tenaces datent de cette période. L'hostilité déclarée à la publicité est de celle-là. À défaut d'avoir pratiqué la radio, on croit qu'il suffit d'un matériel de supermarché et de bénévoles pour créer une station. Donc que ça ne coûte pas un centime. Armé d'un tournevis et d'une immense bonne volonté, Don Quichotte se lance à l'assaut des ondes. Et puis comme une bonne part des animateurs des radios libres provient d'une mouvance politique gauche et extrême gauche, il y a un réflexe puritain sur l'argent et la publicité. On ne voit pas comment faire coexister l'expression libre et les annonces publicitaires. Ça fait sale. Pour se rassurer, on fait semblant de croire que les auditeurs financeront la radio. Il y a donc un déferlement des radios. L'État, surpris au début, va réagir en mettant en place des émetteurs de brouillage. 4 ans après, ils fonctionnent toujours. Le brouillage restera le plus insidieux et le plus efficace des moyens de répression puisqu'il frappe la raison d'être des radios. En empêchant qu'on les entende, il les prive d'auditeurs. Car personne ne peut supporter très longtemps les hurlements stridents que débitent les brouilleurs de TDF, Télécommunications de France, un des 7 organismes issus de la partition de l'Office de radio et télévision française en 1974. TDF est chargé du brouillage. Je veux dire, il y en a marre de vos sifflements, les auditeurs en ont marre. On a reçu des centaines d'appels aujourd'hui de gens qui en ont marre, vraiment marre. Alors je voulais le dire, que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes conscient que non seulement vous êtes des jaunes parce que vous êtes TDI et non pas TDF, c'est-à-dire une institution privée, mais les gens qui vous écoutent en ont marre, en ont ras-le-bol. Alors place au programme de musique et on continue à jongler à travers le brouillage parce que cette histoire est insupportable. Ouais, super. Politiquement, la gauche unie autour du programme commun est en forte progression dans le pays. Ces résultats électoraux au cantonal de 76, puis au municipal de 77, laissent augurer d'un triomphe aux législatives de 78. L'espoir du changement est immense. La droite au pouvoir flotte, elle se sent menacée. L'espace d'un instant, elle va flotter sur la question des radios libres. C'est l'opération Fil Bleu. À Montpellier, 3 jeunes avocats, aux dents longues, organisent autour de leur radio libre, Fil Bleu, le siège juridique de la loi monopoliste. Les 3 larrons sont peut-être passionnés de radio, ils sont en tout cas giscardiens. Delmas est ancien maire de Montpellier. Élu député en 78, il sera également sous-ministre de l'Environnement. Annonçant à grand renfort de publicité le départ de leurs émissions,
En ayant installé un studio luxueux pour l'époque, avec une grosse puissance, dans un immeuble cossu de Montpellier, ils sont l'objet d'une saisie. Les scellés sont posés sur leur studio. Ils sont poursuivis et passent en justice. Leur défense sera politique. Ils invoquent la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit la libre expression de tous, par tous les moyens, donc par la radio aussi. Le tribunal ne prendra pas en compte cette argumentation, mais il plaide aussi très juridiquement. Le Code des postes et télécommunications, qui s'applique ici, a prévu de réprimer la radiocommunication d'un point à un autre, mais pas la radiodiffusion, où s'il y a bien un point d'émission, il n'y a pas de point de réception particulier. Le législateur avait pensé à l'espionnage, pas aux radios libres. Et sur cette légère absence de législation, ils obtiennent le non-lieu. Juridiquement, c'est une importante victoire. Après ce jugement, on peut considérer qu'il n'est pas interdit d'émettre. Mais quelques mois plus tard, l'État aura, on va le voir, ravaudé ce trou juridique. Les animateurs de Fil Bleu discutent alors avec les instances de direction du Parti républicain, le parti du président Giscard d'Estaing. Et ils obtiennent, de Jean-Pierre Soisson, l'un des leaders du parti, l'assurance qu'au cours de 1978, il y aura une législation sur les radios libres. Promesse sans nul doute inspirée par la perspective de perdre le pouvoir aux élections de 1978. Il avait été bien utile, pour la droite battue, de disposer de l'irremplaçable arme politique d'une série de radios dans le pays. Mais la désunion de la gauche aidant, les giscardiens resteront au pouvoir et on n'entendra plus jamais parler d'une législation pour les radios libres. Globalement, à cause de leur incompréhension profonde des besoins révélés par les radios libres, à cause aussi de leurs intérêts propres. Les grandes forces politiques vont être en décalage sur cette revendication. Calcul, on l'a vu pour les giscardiens qui, une fois assurés que la radio et la télé d'État resteraient en leurs mains, ne se sont pas trop souciés des besoins de communication et d'expression de leurs concitoyens. Indécision hostile pour les gaullistes, très attachés à la centralisation et à un État fort. Courant 78, le Parti communiste déposera un projet de loi, dont l'objet n'est pas cependant l'instauration des radios libres locales gérées par des associations, mais la mise en place de radios municipales. Ce projet n'est clairement rien d'autre que la décentralisation du monopole pour mettre l'outil radiophonique dans les mains des mairies plus que dans celles des citoyens. Quant au Parti socialiste, il se tient dans une prudente réserve, bien que certains de ses militants participent à des radios libres, à Béziers, à Massy-Palaiseau. Disons néanmoins à la décharge des forces de gauche qu'elles ont, à juste titre, peur que la suppression du monopole ouvre les portes aux radios commerciales et qu'elles ne profitent surtout aux puissances d'argent. Le premier procès intenté contre les radios libres se solde donc par des relax. Le gouvernement giscardien, tenté par l'établissement des radios libres, l'espace d'une frayeur électorale va rapidement réagir, par l'intermédiaire du ministre de la Communication, Jean-Philippe Leca. La guerre des ondes au Palais Bourbon. Cet après-midi, les députés ont ouvert le débat sur les radios pirates. Premier à la tribune, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Philippe Leca. Monsieur Leca a présenté un projet de loi renforçant le monopole de la radiodiffusion et surtout prévoyant des sanctions en cas d'infraction. Nous devons épargner à notre pays les errements que connaissent certains de nos voisins, chez qui l'abandon inorganisé du service public a très vite dérivé vers l'anarchie ou dégénéré en un laxisme où l'esprit de lucre a supplanté le droit à l'expression. Le service public porte en lui une capacité de communication infiniment supérieure à celle d'un système parcellisé à l'extrême et beaucoup plus libre que celle des systèmes fédérés par l'argent ou les idéologies. Le Parlement adopte en juin 1978 une loi de 4 lignes qui interdit les émissions radio et fixe les peines pour les contrevenants de 1 mois à 1 an de prison et de 10 000 à 100 000 francs d'amende. Le vote de cette loi s'accompagne d'une amnistie pour les émissions radiophoniques non autorisées commises avant le 1er juillet 1978. Le pouvoir dit ainsi « Je passe l'éponge, mais maintenant fini de jouer ou gare ». Dans les mois qui précèdent la mise en place de cette loi, les radios libres vont mettre en place leur premier studio. On commence à se rendre compte qu'une radio doit émettre tous les jours, régulièrement, qu'elle doit être facile d'accès, que les auditeurs doivent pouvoir s'y rendre.
Il faut sortir des émissions clandestines produites depuis des lieux tenus secrets. C'est la première vague de studios ouverts et publics. Les studios sont connus. Tout à chacun peut venir raconter ce qui lui plaît. Permanence donc de la pratique du micro ouvert généralisé, où l'importance est plus marquée du côté du message et de celui qui parle que de celui de l'auditeur. L'expression individuelle y prédomine. Il est vrai aussi qu'à ce moment, le confort d'écoute de l'auditeur n'est pas le premier souci. Les gens ne croient pas que les émetteurs vont fonctionner. Et dans un premier temps, il suffit qu'ils puissent capter. De ce point de vue-là, les studios sont un succès. Du point de vue de l'affluence aussi. Il y passe beaucoup de monde, beaucoup parlent. Des centaines de coups de téléphone passent sur l'onde. La loi Leca et ses suites. Saisie de matériel, inculpation des animateurs vont interrompre ces expériences. Les radios libres vont regagner la semi-clandestinité. Armé de sa loi, le pouvoir compte bien liquider les troublions des ondes. Le brouillage est systématisé, les saisies succèdent aux saisies, les arrestations et les procès sont très nombreux. On parle moins des radios. Disons qu'auparavant, les radios ont été en bonne partie un phénomène de presse. Et la presse, justement, s'est un peu lassée de ces radios dont on parle tant et qu'on n'entend jamais. Brouillage, bien sûr, et surtout, mais encore aussi, manque de fiabilité de nombreux émetteurs. Nous sommes en vérité les radios les plus lues de France. Lassitude et difficultés aidant, beaucoup de radios de la première heure vont disparaître. Moins de radios, moins d'impact dans la presse, peu d'auditeurs, le mouvement semble marquer le pas. Quelques radios échappent à cette situation. C'est le cas en particulier de Radio Verte Fessenheim, qui émet sur 3 pays. Alsace, Suisse du Nord et Pays de Bade en RFA. Elle doit cela à sa structure décentralisée. Plutôt que d'avoir un émetteur puissant, elle dispose de nombreux petits émetteurs dont elle se sert simultanément pour couvrir une zone de 150 km de long. Radio Verte Fessenheim échappe ainsi au brouillage, elle est entendue et soutenue. D'Alsace, passons en Lorraine, où ce seront les radios syndicales qui dissiperont le brouillard qui enveloppe les radios libres. La situation économique est très dégradée en Lorraine. L'industrie sidérurgique est démantelée, des milliers de licenciements programmés. On assiste à une très forte mobilisation régionale. C'est dans ce contexte que vont naître comme expression de cette mobilisation SOS Emploi, radio animée par la CFDT et surtout Lorraine Cœur d'Acier, radio de la CGT. Toutes deux à Longwy. La lutte de la sidérurgie lorraine est le phare des luttes sociales en France, le symbole de l'opposition ouvrière à la politique Giscard-Barre. Pour développer le mouvement, la CGT décide de lancer une grande station de radio, entendue à une centaine de kilomètres. On ne lésine pas sur les moyens. La mairie fournit les locaux, une antenne de 40 mètres est installée sur l'église. 2 journalistes professionnels viennent animer Lorraine Cœur d'Acier. Et ces radios-là, on ne les brouille pas, ou pas longtemps. Parce que, quand ce jour arrive, des milliers d'ouvriers et la population descendent dans la rue et font taire le brouilleur. 102 MHz, Lorraine Cœur d'Acier. Radio 2235, la radio de la CGT. Et ben voilà, c'est l'LCA, 102 MHz. Ouais. La radio mise à la disposition de la population de Lorraine par la CGT. 22, 23, 35 le téléphone. Fais-nous chauffer le générique, Max. Il s'agissait de gens qui n'avaient jamais eu la parole. Jamais, jamais. Et tout d'un coup, ils ont la possibilité de la prendre. Ça fait un bruit d'enfer. Nous sommes des gens qui se battent pour vivre et travailler au pays. On peut moderniser notre usine. Et vous le savez. Si on casse les usines, avec qui? Avec quoi et comment on va produire cette usine? Alors ça suffit comme ça. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a 360 femmes. Ben, je vous assure qu'on a à dire et on dit. Pour moi, c'est une aventure, c'est une aventure formidable. On m'avait dit, il faut que tu fasses une antenne de temps. C'est tout, débrouille-toi.
Bah, l'antenne, elle fait 220 mètres. On a bossé toute la nuit, toute une nuit, pour faire cette antenne, pour que le lendemain, ça puisse fonctionner. Et cette condition de mobilisation générale crée le miracle. Au départ conçue comme une radio d'information syndicale, chargée de faire connaître les positions de la CGT, Lorraine Cœur d'Acier devient une vraie radio libre locale, sans doute, à l'heure, l'exemple le plus achevé de radio libre. La population y participe, la radio est informée par ses auditeurs. De vieilles gens viennent raconter l'histoire de la Lorraine. Une prise de conscience locale se passe dans cette radio, où les sectarismes n'ont pas cours et sont remplacés par des débats. Pendant plus d'un an, Lorraine Cœur d'Acier fonctionnera ainsi, avant que la direction de la CGT n'interrompe l'expérience ou du moins l'encadre et la limite. Les syndicats ouvriers sont rentrés dans l'illégalité avant ces radios. La CGT fera tourner quelques émetteurs et leurs techniciens dans le pays pour des opérations ponctuelles. C'est ainsi que naissent temporairement Radio Castagne à Alès, Radio CGT Montpaïs à Toulouse, Radio CGT 33 en Gironde, Radio CGT 92 et 93 en région parisienne. Les syndicats n'entrent pas pour autant dans un soutien déclaré aux radios libres. Ils précisent bien qu'ils utilisent ce moyen radio pour faire entendre aux travailleurs ce qu'ils ont à dire, et qu'ils ne peuvent le dire dans les radios et télévisions d'État. En réalité, d'un côté, ils prennent position pour le monopole, pour un monopole aménagé et démocratisé, certes, mais de l'autre côté, la transgression de ce monopole, tout particulièrement en Lorraine, fait globalement avancer dans l'opinion publique la cause des radios libres, qui deviennent moins prisonnières de leur image un tantinet marginale. Les tenants des radios libres continuent leur guérilla, malgré les poursuites répétées dont ils sont l'objet, et ils tissent un réseau de relations. Dans une situation difficile où la majorité des Français leur sont théoriquement favorables, 63% d'après le premier sondage réalisé sur la question, mais où elles restent inaudibles, par la grâce de TDF, les radios travaillent à renforcer leur camp. Radio Verte Fessenheim fournit l'émetteur de SOS Emploi, la radio de la CFDT à Longwy. À Belfort, Radio Onde Rouge fait accepter l'idée et fournit le matériel aux grévistes de l'Alstom qui occupent leur entreprise et qui vont gérer quelques mois durant Radio Alstom. Dans tous les sites où l'on projette la construction de centrales nucléaires, les radios libres fournissent leur assistance aux écologistes locaux. Radio Libre 44 à Plogoff, Radio Barbe Rouge à Golfech, etc. Au mois de février 79, la contagion atteindra les travailleurs de la Société française de production, la SFP. La SFP est une autre des 7 sociétés issues de l'éclatement de l'ORTF en 1974. Dans ce conflit qui les oppose à leur direction, qui est l'État, ils mettent en place une radio libre, Radio Franche. Accentuation de la répression, certes, mais aussi développement de la compréhension de l'utilité de l'outil par de larges parties de l'opinion et également par une des forces politiques les plus importantes. On se souvient de la relative discrétion du Parti socialiste sur la question. Ce silence sera rompu en juin 79 par l'organisation de Radio Riposte. TF1 20h avec Dominique Baudis. L'intervention de la police qui pénétrait hier dans les locaux du Parti socialiste pour interrompre l'émission d'une radio libre, cette intervention a suscité aujourd'hui de très vives polémiques. C'était Vers la liberté radio, première partie, texte de Gérard Millès, avril 81. Deuxième et dernière partie demain. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview. Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 80, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio! Vive la radio libre! Sur Campus FM et au-delà.